camerounaise est fière de l'être. Nous vivons depuis des années une aventure extraordinaire aux côtés de nos compatriotes. Des personnes qui choisissent nos marques chaque jour. Des personnes attachées à nos valeurs communes. Des personnes partageant notre profond amour pour notre nation et cet esprit indomptable qui nous permet d'atteindre nos rêves et nous donne la force de ne jamais reculer. Notre histoire les inspire. Et année après année, chaque jour, leur histoire nous inspire. Alors que nous levons nos verres à l'occasion de la 50e année du CB, nous levons aussi nos verres à chacun de ces Camerounais qui fait notre fierté. À vous, à un futur brillant pour tous. Bravo Cameroun. Tréquons avec fierté. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de votre émission Autant le dire. Un scandale, peut-être le plus grand, pour inaugurer sa 40e année de pouvoir qui s'est célébrée le 6 novembre dernier. Paul Biya, 89 ans, se serait bien passé de cette autre gigantesque affaire de détournement de fonds publics comme tant d'autres qui ont jalonné son règne. L'affaire dite des lignes budgétaires 65 et 94 révèle une rocambolesque histoire de pillage où des fonctionnaires entre 2010 et 2021 ont dépensé à leur guise sans contrôle et dans une incroyable opacité plus de 5 400 milliards de francs CFA. De quoi les lignes 65 et 94 sont-elles le nom? Ces sommes n'auraient-elles pas pu permettre de revaloriser les salaires des fonctionnaires camerounais parmi les plus bas en Afrique subsaharienne? Nous poserons ces questions et d'autres à notre invité. Merci de rester fidèle à Naya TV. Merci de regarder Autant le dire. Eugène Yambal, bonjour. Bonjour Jean-Bruno. Vous êtes économiste, ancien fonctionnaire de la Banque mondiale et du FMI. Vous êtes resté très actif sur les questions d'économie et également très attentionné sur l'actualité au Cameroun. Vous êtes au Cameroun depuis quelques jours. Vous êtes venu prendre part au colloque organisé par le CERF de Tola sur la nouvelle pensée africaine. Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre part à ce colloque? Tout d'abord, merci beaucoup de me donner la parole. Effectivement, je suis au Cameroun depuis une semaine dans le cadre du colloque sur le renouveau de la pensée pour la Renaissance africaine. Oui. C'était un grand événement organisé par le CERF de Tola, oui, avec l'appui du gouvernement camerounais et des autres pays membres. Et c'était une grande occasion de réunir autour de la Renaissance africaine tous les fils et amis de l'Afrique qui pensent à son devenir. Nous avons eu d'illustres professeurs comme le professeur Obenga, Biyogo, il y avait le professeur Charles Bikoy qui coordonnait tout ceci. Cette initiative me tient à cœur parce que ça fait à peu près 3 décennies que je me consacre à l'idéal de la Renaissance africaine. J'en ai parlé dans mes multiples ouvrages. Et je pense que nous sommes aujourd'hui dans un tournant historique, compte tenu des changements dans l'environnement international, de l'émergence d'un monde multipolaire où l'Afrique a à nouveau la possibilité de passer d'une position de demandeur, d'une position de dépendance à une position où il peut affirmer son leadership dans le devenir du monde, en raison des changements démographiques et de la crise actuelle de l'environnement international.
Oui. Alors, pour vous qui êtes économiste, je l'ai dit, la renaissance africaine passe par quoi, si on veut parler de l'économie? Je pense qu'elle est multidimensionnelle. Lorsque vous regardez toutes les autres civilisations, qu'il s'agisse de la Renaissance européenne ou des autres, il y a plusieurs dimensions. Il faut, pour qu'une civilisation se positionne en leadership, il y a tout le renouveau au niveau de la pensée culturelle, intellectuelle. Il faut être enraciné dans ses valeurs, être sûr de ses valeurs, interroger les bonnes valeurs chez les autres pour savoir quel positionnement on veut prendre. Et ensuite, cela doit se traduire dans les institutions qu'on met en place, les initiatives au niveau continental, au niveau des populations civiles. Il faut, au niveau du bouillonnement même intellectuel, il faut créer un environnement qui permette à l'Afrique de créer plus de richesses, de faire partager sa culture et ses valeurs au reste du monde. Alors, vous avez dit tout à l'heure que l'objectif pour l'Afrique de demain, c'est effectivement de sortir un peu de l'assistanat éternel, alors qu'on a des ressources qui sont extraordinaires. Le monde entier nous envie nos ressources et pourtant, nous sommes la partie de la Terre la plus pauvre. Ça, c'est un scandale qui est préoccupant quand même pour vous autres qui êtes économistes et qui pensez à l'Afrique de demain. Tout à fait. Et la crise du Covid et la crise ukrainienne ont montré la fragilité de l'Afrique dans ses relations économiques au reste du monde. On se rend compte que même pour le blé, le céréal, il y a un continent qui a plus de 30 millions de kilomètres carrés, qui a près de 1,5 milliard d'habitants, et d'immenses terres fertiles reposent sur l'Ukraine et la Russie pour consommer du blé. Et on s'est rendu compte également avec la crise ukrainienne et la crise du Covid que tout ce modèle de développement qui consistait à nous dire de ne pas produire, d'importer chez les autres et produire de manière marginale les matières premières, et le café et le cacao, ce modèle est dépassé. Donc il y a toutes les chaînes de production mondiales qui ont été désorganisées. Le nouvel environnement nous appelle à avoir des politiques pour avoir plus d'autonomie au niveau agricole, au niveau industriel, au niveau des services. Et aussi, il faut créer une dynamique pour avoir nos propres capitaines d'industrie. Pour créer des richesses, on ne peut pas continuer à compter sur des multinationales étrangères. Et même ce que je disais lors du séminaire, nous sommes en train de créer le marché unique africain. Mais lorsque l'on regarde de près, il convient de ne pas le créer au service des multinationales étrangères. Sinon, ce sera le seul moment historique où la dividende démographique va profiter non pas à l'Afrique, mais au reste du monde. Et c'est ce qui peut justifier d'ailleurs cette course vers l'Afrique qu'on observe aujourd'hui. Chinois courent vers l'Afrique, les Indiens, l'Europe en général, l'Amérique également, parce que l'Afrique, c'est un gros marché. L'Afrique, c'est un gros marché. Comme je le rappelais lors de mon intervention au séminaire, quand on regarde aujourd'hui, 50% de la population mondiale est africaine, chinoise et indienne. Et lorsqu'on fait des projections vers l'avenir, 2100, 40% de la population mondiale sera africaine. Et l'Afrique aura l'avantage d'avoir une population plus jeune, une main-d'œuvre importante, au moment où la population africaine, chinoise sera en train de vieillir. On fait une projection, l'ensemble de l'Occident qui domine le monde aujourd'hui sera moins de milliards. Donc, c'est le temps de l'Afrique qui arrive, mais ce temps, on ne peut pas en profiter si on va dans l'improvisation. Il faut préparer ceci pour faire renaître l'Afrique au niveau culturel, au niveau industriel, au niveau agricole. Et c'est pourquoi il faut que cette problématique soit mise au cœur de l'action et de la pensée des États africains pris individuellement ou en commun. Et d'où l'importance de fixer les bases idéologiques de la Renaissance africaine.
lorsque je regarde les nations qui réussissent, Oui. on admire aujourd'hui des pays comme le Rwanda, l'Éthiopie. Oui. On admire également les Asiatiques. Mais les nations qui réussissent sont les nations qui sont ancrées dans leurs valeurs culturelles. Oui. Et qui prennent ce qu'il y a de positif sur les autres, sur le plan technologique et technique. Oui. J'ai été sidéré quand j'étais en Éthiopie, que j'ai vu que les mathématiques, les sciences, la physique, la chimie sont apprises en langue locale, Oui. en amharique. Oui, l'amharique. J'ai vu, par exemple, au Rwanda, où aucune loi ne devient effective si elle n'est traduite en Kinyarwanda. Et ce sont des gens très fiers de leur culture. Absolument. Et il me souvient qu'à l'époque, lorsque j'étais chef de mission de la Banque mondiale sur le Rwanda, ou lorsque j'ai eu l'occasion de travailler sur l'industrialisation de l'Éthiopie, avec l'ancien Premier ministre Meles Zenawi. Lorsque je suis retourné à la Banque mondiale et que j'ai dit à mes collègues qu'il y avait un potentiel énorme en Éthiopie ou au Rwanda, les gens me prenaient pour un extraterrestre. Oui. Et parce que c'est des pays qui revenaient de loin quand même. Oui. J'ai travaillé sur le Rwanda après le génocide. Oui. Il n'y avait pas grand-chose là-bas. Et c'est là que je me rends compte que dans les questions de développement, la vision, c'est important, mais le leadership aussi. Et il faut, et le choix des hommes, la méritocratie. Oui. Il faut non seulement la vision, mais il faut le choix des hommes et les institutions qui vont avec pour aller dans le sens souhaité. Oui. C'est ce que j'ai vu au Rwanda, en Éthiopie et au Rwanda. En Éthiopie. Et ce que j'ai vu là-bas aussi, c'est qu'une nation doit définir ses priorités, là où il veut aller, et appeler les bailleurs à s'inscrire dans cette dynamique. Dans une vision qui a déjà été définie. Définie. Oui. Et la vision, elle n'est pas abstraite. Et non pas le contraire. Oui. Elle n'est pas abstraite. Oui. Elle doit se traduire par des plans quinquennaux, elle doit se traduire dans le budget. On sait que si on a un idéal sur 5 ans, ça se traduit, même au niveau du budget, il y a un suivi. On sait que si on doit construire 300 écoles parce qu'on veut se positionner dans tel domaine, secteur, oui. On sait que même s'il y a des changements de gouvernement, il y a un cap. On alloue des ressources, on contrôle là où on veut aller. Et parfois, il faut savoir dire non aux diktats des bailleurs de fonds. Ils sont importants. Ils peuvent apporter le savoir-faire. Mais pour que cela marche, il faut que le pays sache où il veut aller et qu'il soit discipliné dans la mise en œuvre de ses objectifs. Alors, vous parliez de l'Éthiopie tout à l'heure. C'est quand même extraordinaire parce qu'il y a encore quelques années, Éthiopien, c'était une insulte au Cameroun. C'est-à-dire que l'Éthiopie était assimilée à la famine. Le Rwanda qui a connu en 94, avril, une guerre civile atroce, 800 000 morts en quelques mois. C'est fou de voir que des pays comme ceux-là qui ont connu un tel traumatisme aujourd'hui soient des modèles en matière de développement économique, d'où la question de la vision et du leadership dont vous parliez tout à l'heure. Dans le choix du devenir de nos nations, on ne devrait pas s'enfermer dans les carcans idéologiques construits par les autres. Au niveau de l'Occident, on nous a dit que pour se développer, il faut passer par le consensus de Washington, c'est-à-dire privatiser, le libéralisme. Le libéralisme. On a vu ses limites. Oui. On a un deuxième courant, que j'appelle le courant structuraliste, que des pays comme la Chine, comme le Japon, même les pays occidentaux ont suivi, y compris l'Éthiopie, qui dit qu'il faut promouvoir l'économie, mais l'État a un rôle stratégique, un rôle d'accompagnement à jouer. Donc, nos pays doivent choisir leur voie. Oui. Leur voie. Et j'ai vu que des pays qui ont choisi la voie structuraliste, à laquelle je crois personnellement, comme l'île Maurice, comme l'Éthiopie, ont des résultats probants. Revenons au Cameroun. Vous ne vivez pas ici, mais vous êtes arrivé au moment où il y a un gros scandale qui agite toute la société camerounaise. C'est l'affaire dite des lignes 64 et 94, une affaire qui agite l'opinion camerounaise, comme je vous le disais, c'est-à-dire des caisses noires pratiquement qu'on a découvert au ministère de l'économie et au ministère de l'économie et au ministère des finances, dont la gestion n'obéit
abouti à rien du tout. Alors, que vous inspire ce scandale dont vous avez certainement entendu parler? Lorsque, dans tout mon parcours, que ce soit à la Banque mondiale ou au FMI, on a toujours insisté au niveau de la gestion des finances publiques sur le principe de transparence. Oui. Transparence dans la gestion des ressources. Et lorsque je vois ce qui se passe à ce niveau, ces lignes 65 et 94 posent plusieurs problèmes. Lorsque je regarde que le Cameroun a mis 20 ans d'ajustement avant d'obtenir la réduction de la dette, et qu'une fois qu'on a obtenu la réduction de la dette, on nous a laissé gérer de manière un peu plus autonome nos finances publiques. Donc ces ressources devaient être utilisées normalement pour améliorer le bien-être social, pour construire des infrastructures sociales capables de promouvoir la croissance et lutter contre la pauvreté. Et lorsque je regarde par rapport à ces objectifs, je suis abasourdi. Normalement, quand je regarde ces lignes, les problèmes suivants se posent. Est-ce qu'il y avait une transparence déjà dans l'allocation de ces ressources? La réponse est non, pour l'instant. Oui. Est-ce qu'il y avait des mécanismes de suivi sur l'utilisation de ces ressources? Là encore, la réponse est non. Donc, en matière d'orthodoxie budgétaire, normalement, toutes ces ressources auraient dû être inscrites dans le budget de l'État qui est adopté par l'Assemblée, et même au moment de la reddition des comptes, que l'on voit comment ces ressources ont été utilisées. Ces ressources, effectivement, ce sont des lignes inscrites dans le budget de l'État, sauf que malheureusement, c'est des lignes jusqu'à présent qui n'obéissent à aucun contrôle. Et le président de la République a instruit une enquête pour auditer, a instruit un audit de la gestion de ces lignes entre 2010 et 2021, et c'est pratiquement, tenez-vous bien, près de 5400 milliards de francs CFA qui ont été gérés comme ça dans une opacité extraordinaire, sans que personne sache à qui on attribuait telle chose, sur quelle base, ainsi de suite, et géré. La ligne 65 est gérée par le ministère des Finances et est intitulée, c'est tout ce qu'il y a de plus flou, dépenses communes. Allez savoir ce que cela veut dire, ministère des Finances, et au niveau du ministère de l'économie et de la planification, c'est la ligne 94 et qui est intitulée dépenses communes, intervention en investissement. Rien que l'intitulé de ces différentes lignes montre un peu toute la légèreté qu'il y a dans l'attribution de ces fonds, non? Absolument. Oui. Et lorsque je regarde les montants en jeu, cela me fait penser que lors des programmes d'ajustement, le Cameroun inscrivait à peu près 500 à 550 milliards dans le budget de l'État pour rembourser le service de la dette, oui. Pour le service de la dette. Et lorsqu'on a le point d'achèvement, cette ressource que l'on utilisait auparavant pour rembourser la dette, elle est mise à la disposition du gouvernement camerounais pour l'utiliser afin de renforcer l'efficacité de l'État et d'améliorer le bien-être de la population. Donc, on parle de montants de plus de 5 000 milliards qui auraient pu être injectés dans le circuit économique. Qui auraient pu être injectés dans le circuit économique pour mettre en œuvre des politiques de lutte contre la pauvreté, pour promouvoir la croissance. Cela n'a pas été fait. Et ce mode de gestion m'amène à une question fondamentale que nous avons depuis la dévaluation du franc CFA. Oui. Le problème de la baisse des salaires des fonctionnaires et du problème de gouvernance qui va avec cela. Nos confrères du journal Investir au Cameroun nous apprennent, toujours en ce qui concerne la ligne 65 et 94, que 50 milliards de francs CFA sont attribués chaque année à la Direction générale du budget pour des dépenses laissées à sa discrétion. Donc, le directeur général du budget a chaque année 50 milliards de francs CFA. Sans aucune contrainte, il en fait ce qu'il veut. Plus de 2 milliards pour le comité de pilotage et de suivi de la réalisation du complexe industrialo-portuaire de Kribi
et 2,5 milliards pour le barrage Mekine. Alors, le problème, c'est que là, ce sont pourtant des projets qui ont déjà leur budget autonome. Donc, est-ce qu'il n'y a pas comme une forme de double emploi? Absolument. Je suis choqué par ce type par la légèreté dans la gestion des finances publiques. Ne serait-ce que l'intitulé dépenses courantes permet d'y mettre beaucoup de choses. Oui. Et ça veut dire qu'en réalité, on ne sait pas ce qu'on va faire de cet argent. On ne sait pas ce qu'on va faire de ça. On est divers. Oui, ouais, oui. Divers. Et d'une part, vous avez le budget normal qui a été même, approuvé et où on a beaucoup de problèmes de mise en œuvre du budget d'exécution des dépenses, même de la qualité des dépenses. Et si, à titre d'exemple, le Cameroun, par exemple, sur les dépenses de fonctionnement, les biens et services, dépense beaucoup plus que les autres pays en Afrique subsaharienne. Ouais. Le budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement de l'État, les bons de carburant, les frais de mission et autres. De l'autre côté, au niveau du budget d'investissement, selon la Banque mondiale, les dépenses d'investissement du Cameroun sont 3 à 6 fois supérieures aux dépenses des autres pays d'Afrique subsaharienne. En clair, pour construire une infrastructure au Cameroun, une route, un pont, un hôpital, un seul ici construit 3 à 6 hôpitaux dans les autres pays. C'est incroyable. Donc là, on voit de nombreux domaines dans lesquels on peut réaliser beaucoup d'économies, qu'il s'agisse du budget d'investissement de l'État, qu'il s'agisse du budget de fonctionnement. On peut réaliser beaucoup d'économies à ce niveau pour réinjecter au service de l'amélioration du bien-être de la population et des contribuables. Et alors, pour revenir à ces fameuses lignes, je suis surpris que lorsque le Cameroun était sous programme d'ajustement avec le FMI, dont le rôle est de contrôle, de s'assurer qu'il n'y ait pas ce type de problème de gouvernance. Il y a une certaine orthodoxie dans les dépenses. Je suis étonné que ces problèmes n'aient pas été mis en évidence. Alors, au-delà des questions de détournement de fonds publics directs, il y a également les missions fictives et le ministre des Finances lui-même a reconnu qu'effectivement, il y avait eu un certain nombre de missions fictives, près de 1300 agents de l'État qui doivent justifier d'un certain nombre de missions qui auraient été effectuées, qui sont des missions douteuses. Et en ce moment, il y a des fonctionnaires qui passent devant le tribunal criminel spécial pour avoir détourné près de 700 millions de francs CFA sur 2 ans, 2015 et 2017, en termes de frais de mission. Alors, c'est un classique au Cameroun dans la fonction publique. On a le sentiment que pour arrondir leur fin du mois, les gens s'attribuent des missions absolument bidons, l'objectif étant simplement de gagner un peu d'argent. Est-ce qu'on n'aurait pas pu contourner ce genre de choses à travers une augmentation claire des salaires dans la fonction publique? Tout à fait. Je souhaite revenir sur la problématique du faible niveau de salaire des fonctionnaires camerounais. Oui. Donc, depuis la dévaluation, on a baissé les salaires de 70%. Oui. Et il y a eu un gel de salaire sur plus de 20 ans, pendant qu'on était dans la phase d'ajustement structurel. Donc, après le point d'achèvement, on nous donne cette manne où on réduit la dette. Et nous avons, par exemple, des ressources j'ai dit, plus de 500 milliards qu'on utilisait pour rembourser la dette, qui sont à notre disposition, qui pouvaient être utilisées pour rattraper le retard sur le salaire des fonctionnaires. Il y a 2 phénomènes qui se sont passés. Les fonctionnaires camerounais touchent à peu près 50% du salaire, de la moyenne des salaires dans les autres pays d'Afrique francophone, subsaharienne. Oui. Mais en revanche, on arrive à un système où... Oui. Avant d'y arriver, Eugène Yambal, quand vous dites que les salaires des Camerounais sont de 50% moins que ceux d'autres dans les autres pays, ceux des fonctionnaires dans les autres pays, à titre d'exemple, sur la Côte d'Ivoire par exemple, c'est quoi le niveau des salaires? Après le point d'achèvement, ils ont utilisé la manne provenant de la réduction de la dette. C'était à peu près 650 milliards, au Cameroun à peu près 500, autour de 500 à 550. Donc, ils ont utilisé cette ressource
Oui, oui. Par an. Oui, oui, Oui. par an. Ils ont utilisé, donc sur 10 ans, ça fait plus de 5 000 milliards. Donc, ils ont utilisé cette ressource pour revaloriser les salaires des fonctionnaires qui avaient été gelés pendant toute la phase d'ajustement. Oui. Cela donne des niveaux de salaire où, vous voyez, un instituteur, par exemple, touche autour de 300-315 000. Un professeur de lycée, autour de 400 000. Un médecin, autour de 700 000. Et autour de ça, il y a également des politiques sociales assez activistes pour s'assurer que les produits de première nécessité. C'est vrai, il y a une forte inflation avec la crise. On en parlera, oui. Alors, non, mais ce que vous dites est absolument fou. D'ici, je vois un certain nombre de fonctionnaires camerounais en train de s'arracher les cheveux parce que le niveau des salaires, effectivement, n'a rien à voir avec ce que vous dites, ce que vous présentez en Côte d'Ivoire, par exemple. Ici, un fonctionnaire de catégorie A2 n'a pas plus de 350 000 francs de salaire. Ça, c'est vraiment les salaires les plus élevés dans la fonction publique camerounaise. Pourtant, on voit quand même des fonctionnaires qui réussissent avec un certain nombre de mécanismes à avoir des revenus qui soient 3, 4 fois, 5 fois plus élevés que leur salaire réel. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez également observé dans la fonction publique camerounaise? Oui. Tout à fait, tout à fait. C'est pourquoi je voulais revenir sur le fait que on n'a pas augmenté pendant longtemps les salaires des fonctionnaires camerounais. Et pour ce faire, il s'est mis en place des mécanismes de rattrapage des salaires. C'est un problème assez complexe parce que lorsque je regarde nos pays, la plupart des salaires, qu'il s'agisse des fonctionnaires ou du privé, le salaire permet de couvrir les besoins d'une famille sur 10 ou 15 jours. Et les 15 jours restants font que ça développe des pratiques où chacun crée une rente pour essayer de rattraper le pouvoir d'achat qu'il n'a pas ailleurs. Pour revenir aux fonctionnaires, étant donné que les salaires sont faibles, il s'est mis en place un ensemble de mécanismes qui pénalisent l'ensemble de la population camerounaise. Parce qu'une partie des ressources publiques sont captés à un certain niveau. Je prends des exemples. Sur le budget de fonctionnement, j'ai dit tout à l'heure que sur les postes comme les biens et services, le Cameroun dépense à peu près plus de 30% de plus que les autres pays. Les autres pays, oui. Alors, les gens ont trouvé le mécanisme des frais de mission, des bons d'essence, des séminaires et autres pour rattraper le niveau de salaire qui leur a pas été octroyé. Et c'est une situation qui fait que la ressource qui aurait pu être utilisée au service de la population est captée à un certain niveau. Et je pense que pour résoudre ce problème, on ne peut pas continuer à le résoudre de manière parcellaire. Il faut une grande réforme visant à identifier et réaliser des économies au niveau de la gestion des finances publiques, qu'il s'agisse des biens et services et des investissements, réduire les coûts, rendre ces postes aussi efficaces que dans les autres pays. On a des chiffres, c'est possible. Et cette ressource qui sera récupérée, une partie peut être injectée pour améliorer les salaires des fonctionnaires et l'autre libérée pour soutenir un peu plus la population. Est-ce que vous soutenez qu'il est possible aujourd'hui, en l'état des finances publiques camerounaises, d'augmenter les salaires? À court terme, c'est difficile compte tenu de deux choses. Le Cameroun, nous sommes dans une période de crise. Il y a une crise internationale et il y a également des crises internes, qu'il s'agisse des crises sécuritaires qui génèrent des dépenses non maîtrisables. Absolument. Il y a la crise économique et puis il y a aussi le fait que le Cameroun ne produit plus assez. Le tissu économique camerounais s'est largement affaibli. Donc, quand vous mettez tout ceci ensemble, qu'il s'agisse des recettes fiscales douanières et pétrolières,
Les crises sécuritaires font qu'au niveau des impôts, le niveau d'activité a baissé et on n'arrive pas à collecter les impôts sur toute l'étendue du territoire. Au niveau douanier, on a signé des accords APE auxquels je m'étais vigoureusement opposé. Donc, tout ceci fait qu'au niveau des recettes, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et du côté de la dépense, on a toutes les dépenses dont j'ai parlé. Cela étant, malgré ces contraintes, je pense que nous sommes dans une phase où on doit faire une réorientation, un re-engineering des finances publiques camerounaises pour passer du stade actuel à un stade où on dégage de la ressource pour augmenter les salaires des fonctionnaires. Donc, pour répondre de manière simple, je dis oui, si on fait les réformes qu'il faut, on peut dégager la ressource pour stabiliser et augmenter les salaires des fonctionnaires. Ce, d'autant plus qu'on a déjà identifié des postes, des postes où on peut réaliser des économies énormes. Oui. Et de l'autre côté, qu'il s'agisse des lignes 65 ou 94, il est souhaitable que cette ressource soit récupérée et pour être réutilisée au service de l'État et des populations. Est-ce que le principe même de l'existence de telles lignes, vous comprenez que de telles lignes puissent exister, que ce soit 65 ou 94? Donc, je pense que cette ligne va contre toute idée d'orthodoxie dans la gestion des finances publiques. Les finances publiques ne se gèrent pas dans le secret. Les finances publiques sont basées sur le principe de transparence. Il y a la transparence sur la collecte, sur l'utilisation et sur le contrôle des ressources. Et quand on est dans un environnement comme le Cameroun, où le dispositif normal, habituel de gestion des finances publiques est déjà assez faible, on ne saurait y ajouter des dépenses secrètes et discrétionnaires. On doit supprimer ce type de ligne pour reverser ceci dans le budget de l'État. Et je me souviens que lorsque j'étais au FMI, lorsqu'il y a des dépenses de souveraineté, s'il y a un poste de souveraineté, on est capable de justifier auprès de tous les organes de contrôle, qu'il s'agisse de l'Assemblée et auprès du FMI, que pour des raisons de sécurité ou de souveraineté, on a eu telle utilisation des ressources. Donc, en un mot, il convient de supprimer ces lignes et de les reverser dans le cycle économique et dans la gestion normale. Et de renforcer les mécanismes de contrôle sur l'utilisation de ces ressources. En tout cas, pour l'instant, on n'a fait que déplacer le problème parce que les lignes 65 et 94 ont été déplacées du ministère de l'économie, du ministère des Finances pour la présidence de la République désormais, c'est-à-dire que les lignes restent, mais il faudrait désormais le haut accord, entre guillemets, du président de la République pour les moyens de sortie d'argent. Ça ne résout pas le problème, on est bien d'accord? Pas du tout, pas du tout. Alors, vous plaidez pour une augmentation des salaires dans la fonction publique et vous dites que c'est possible, économiquement c'est possible. Quelles peuvent être les conséquences économiques d'une augmentation des salaires de la fonction publique aujourd'hui? Il y a deux dimensions à voir. Si on augmente les salaires de la fonction publique sans faire les économies nécessaires, on va augmenter le train de vie de l'État. On va augmenter le train de vie. Si on augmente le train de vie de l'État, pour le faire vivre, il faudra collecter plus de ressources. Si on collecte plus de ressources, on va appauvrir et affaiblir le secteur privé et le reste de l'économie. Donc, pour augmenter les salaires des fonctionnaires, il convient de réaliser les économies dont j'ai parlé. Et c'est identifié. Et à ce niveau, cette action ne saurait être accomplie par les bailleurs de fonds. Malgré le fait que nous soyons dans un programme d'ajustement, l'ajustement du FMI va amener plus de discipline dans la gestion. De rigueur, mais là, on a besoin de réorienter
les priorités dans nos finances publiques. Ça, c'est réorienter le contrat social entre le pouvoir politique et les fonctionnaires. Oui. Et là, il s'agit d'une volonté politique pour dire voici le cap à suivre. Qu'il faut suivre. Et les techniciens sont capables de dérouler les solutions qu'il convient de mettre en œuvre. Beaucoup estiment que, effectivement, augmenter les salaires des fonctionnaires, c'est également augmenter le pouvoir d'achat, c'est-à-dire booster la consommation, ce qui pourrait avoir une incidence sur les indicateurs macroéconomiques de l'État. Est-ce que ça, c'est effectivement une conséquence qu'il faut prendre en compte dans le cadre du Cameroun? Absolument. Oui. Lorsque vous regardez nos pays, le secteur moderne est très étroit. Oui. L'essentiel de la population est dans le secteur informel, plus de 90%. Absolument. Dans le secteur moderne, vous avez deux composants, la composante du privé et puis la composante de l'État. Donc les salaires des fonctionnaires représentent une composante importante pour la distribution de revenus et le soutien, l'augmentation de la demande. Oui. Donc, si vous injectez du pouvoir d'achat au niveau des fonctionnaires, cela permet d'augmenter la demande. Mais pour que cette demande n'aille pas à l'étranger, il faut des politiques à côté pour soutenir la production locale, production agricole, production industrielle, pour que nous consommions nos produits. Si on fait que augmenter les salaires d'un côté, sans accompagnement de l'augmentation du tissu économique, ce pouvoir d'achat va créer des emplois à l'étranger. Oui. L'autre corollaire d'une augmentation éventuelle des salaires de la fonction publique, ça peut être l'inflation, qui pour l'instant, dit-on, est maîtrisée au Cameroun. Est-ce que c'est pas un risque? Non, l'inflation n'est maîtrisée ni au Cameroun en ce moment, ni dans les autres pays au monde. Ah oui? Oui. Nous sommes à un tournant historique. Oui. Nous connaissons sur le plan économique ce qu'on a connu dans les années 90, qui ont mis fin au keynésianisme, oui, et a amené le libéralisme qui règne sur le monde depuis plus de 30 ans. En clair, on entre dans une période que les économistes appellent la stagflation. C'est-à-dire, stagnation de l'économie, il n'y a pas une forte croissance économique, oui, il y a même des risques de récession. Et de l'autre côté, il y a une inflation, une hausse généralisée des prix, qui, peut-être cela va nous amener à aborder les problématiques de la vie chère, pour que j'explique. Donc, nous sommes à un niveau où il y a une augmentation généralisée des prix, qui provient de plusieurs facteurs. Oui, qui sont? C'est quoi les causes de cette augmentation généralisée des prix qu'on observe tout à l'heure, enfin, qu'on observe en ce moment, avec la vie chère qui plombe un peu le quotidien des ménages dans un certain nombre de pays africains, mais encore plus au Cameroun? Tout à fait. La hausse des prix n'a pas commencé récemment. Oui. Elle est là depuis la crise du Covid. La crise du Covid a fait que l'économie mondiale, depuis 30 ans, était organisée sur des chaînes de production dispersées dans le monde. Où on a dit à la France, au Cameroun, à tout le monde, ne produisez pas tout. Laissez ceux qui ont un avantage dans un domaine, ils vont produire les médicaments, c'est en Chine, les composantes et tout ça. Le riz, par exemple, l'Afrique achetait du riz vers les pays asiatiques, le blé. Donc, ce système s'est effondré avec la crise du Covid, où face à la crise, chaque pays a eu tendance à conserver les produits chez lui. Donc, il y a eu une raréfaction des produits. Ensuite, il y a eu des problèmes au niveau du fret avec le Covid, où tout était fermé. Tout était fermé avec le Covid. Et l'autre chose aussi, comme il n'y avait pas d'activité économique, les pays ont imprimé de l'argent comme des papiers, sans augmentation équivalente de la production. De la production, oui. Donc, plus de 5 000 milliards qui ont été injectés dans l'économie mondiale. Donc, vous prenez le fait que les produits ne circulaient plus, le frais, le transport, et puis l'injection d'argent, il y avait déjà les bases pour une hausse des prix. Ensuite, survient la crise ukrainienne, où la Russie produit l'essentiel des engrais. Avec l'Ukraine, ils produisent aussi l'essentiel du blé. Il y a eu la hausse des prix du gaz. On a voulu sanctionner la Chine. Et ceci s'est traduit par la hausse des prix énergétiques, qui sont en train de plomber des pays, l'Europe, l'Afrique et tout le monde.
Et le troisième facteur est d'origine interne au Cameroun. C'est-à-dire que tous ces facteurs internationaux ont impacté les prix. Mais quand je regarde, par exemple, les pays africains, je compare le Cameroun aux autres, je me rends compte que ici, chez nous, il y a un différentiel de prix d'à peu près 20% sur les produits de première nécessité, le riz, le sucre, la sardine, l'huile. Et ça coûte à peu près 20% moins cher que dans certains pays comme la Côte d'Ivoire et autres. Donc là, c'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, ces produits de première nécessité sont un peu moins chers qu'au Cameroun? C'est moins cher, c'est moins cher qu'au Cameroun. Qu'est-ce qui peut expliquer cela pour des pays C'est moins cher, par exemple, sur des produits comme le riz. Oui. C'est le rapport du double, oui. de 1 au double. Et d'autres produits comme le poisson, oui, l'huile. Comme l'huile, oui. Il y a un différentiel plus de 200-300 francs. Le pain, la baguette a considérablement maigri au Cameroun. La sardine, j'ai vu que le prix là-bas c'était 375, ici c'est beaucoup plus élevé. Alors qu'est-ce qui explique ceci, ce différentiel? Alors c'est là que je parle de facteurs internes. Il s'agit des structures de production et de commercialisation propres à chaque pays. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, par exemple, on peut avoir un système où les importateurs prennent un peu plus de marge, parce qu'il n'y a pas assez de compétition et tout ça. Oui. Il peut y avoir aussi le fait que, au niveau des coûts d'importation, c'est-à-dire les coûts de douane, de transport maritime et tout ça, un pays a des coûts d'importation plus élevés que les autres parce qu'il n'est pas efficace sur toute la chaîne d'importation. Oui. D'où la nécessité d'avoir des réformes structurelles qui permettent de réduire les coûts sur la chaîne d'importation, les coûts au niveau de la douane, du port, du transport. Qui vont se ressentir sur le prix. C'est tout ça qui se fait ressentir sur le prix. Au niveau des ménages. Oui. Au niveau des ménages. Au niveau des ménages. Et maintenant, au niveau des importateurs et des commerçants aussi, il y a des pays où les commerçants prennent plus de marge que dans des autres pays. Et là, il faut un dialogue, un partenariat public-privé. Je vais présenter quelques options. Oui. Alors justement, c'est ce que je voulais vous demander. En pareille circonstance, quel est le rôle, ou alors qu'est-ce que l'État peut faire pour essayer de stabiliser les prix pour qu'ils ne soient pas trop étouffants pour les consommateurs? Comment peut-on faire pour réduire la vie chère dans un État comme le nôtre? Quelles sont les mesures qui peuvent être prises? Sur la problématique de la vie chère, on peut procéder de plusieurs manières. Si on augmente les salaires, ça augmente le pouvoir d'achat. Oui. On n'y est pas là. L'augmentation des salaires n'est pas pour aujourd'hui. Et on peut également jouer sur les prix. Oui. Alors, quelles sont quelles sont les solutions qu'il peut y avoir? Dans plusieurs pays, face à la vie chère, les pays qui avaient une marge de manœuvre budgétaire, c'est-à-dire qui avaient géré avec un certain niveau de discipline, ont mis en place des mesures pour revaloriser les salaires des fonctionnaires et les pensions des retraités. Ça, c'est un type de mesure qui peut être pris. Oui. De l'autre côté, on peut également jouer sur le contrôle des prix. J'ai vu des pays où on a mis en place une commission paritaire entre le gouvernement et le patronat, oui, où le gouvernement fixait des prix indicatifs, des prix plafonds sur les produits de première nécessité. Et on demandait au secteur privé de s'assurer que ces prix sont suivis sur le terrain. Et autour de ça, on mettait en place des mécanismes de contrôle des prix, et des mécanismes avec des lignes vertes, où le consommateur pouvait signaler qu'il y avait des dépassements de prix. Il y avait également des mécanismes de sanctions qui pouvaient aller d'une simple amende au fait qu'on pouvait révoquer la licence, la patente qui permet d'exercer le commerce. Donc ça, c'est les mesures de base. Si vous faites cela et que la production n'a pas augmenté, il y a toujours des risques d'inflation. Oui. Donc le troisième palier, c'est de travailler sur l'augmentation de la production, oui, les produits vivriers, les produits industriels. On peut jouer sur ce levier pour aussi. Pour importer moins. Oui.
Oui, pour avoir plus, parce que pour avoir plus de produits disponibles face au pouvoir d'achat. Et d'autres pistes, c'est avec les opérateurs économiques, des voies et moyens pour voir comment on peut jouer sur les prix des produits comme l'énergie, comme les télécoms et autres. Alors, c'est vrai qu'au Cameroun, on a le ministère du Commerce qui, de temps en temps, enfin, de manière ponctuelle, organise des espèces de descentes sur le terrain pour essayer de voir les commerçants qui ne respectent pas les prix. Mais on a l'impression que ça reste vraiment des opérations ponctuelles qui n'obéissent pas à une politique globale clairement définie avec des règles très, très claires. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que face à la vie chère, on ne peut pas aborder le problème par des mesures isolées. Oui. Il faut une approche globale. Qui couvre tous les aspects dont j'ai parlé. Oui. C'est-à-dire au niveau des salaires, du privé ou du public, qu'on voit quelles sont les marges. Et puis les discussions avec le patronat aussi au niveau des salaires du privé. Qu'on voit quelles sont les marges de manœuvre pour augmenter les salaires. De l'autre côté, des mécanismes systématiques de contrôle des prix avec des mécanismes de sanctions. Il ne faut pas imposer, il faut travailler en étroite collaboration avec le privé. Et l'autre outil au niveau de la production, par exemple, je me rends compte, quand on regarde nos pays, on a tout basé, par exemple, sur l'importation de produits comme le poisson, le riz. Il s'agit de faire, d'opérer des changements stratégiques d'import-substitution, pas juste par des actions isolées, mais d'avoir, par exemple, toute une dynamique, toute une politique et une stratégie pour passer du fait qu'on importe du poisson, du riz pour 200, 300 milliards au fait qu'on doit le produire sur place. Et la question ici, c'est comment créer l'écosystème de tout ceci pour soutenir cette chaîne de valeur. Bon, ce que je dis, c'est des choses qui sont faisables, que j'ai soutenues dans des pays comme le Rwanda, le Sénégal et les autres. C'est faisable. Je vous propose, Eugène Yambal, de prendre une petite pause et nous revenons dans quelques secondes pour la suite de cette émission. Bonjour, vous avez aimé la saison 1 de votre émission Autant le dire spécial Diaspora, vous allez adorer la saison 2. Vous êtes chef d'entreprise, universitaire, entrepreneur, avocat, médecin, sportif. Vous êtes d'origine camerounaise et vivez en France, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Espagne et un peu partout en Europe. L'équipe de Naya TV vient à votre rencontre en décembre 2022. Parlez-nous de vous, racontez-nous votre trajectoire et inspirez la jeunesse camerounaise. Inscrivez-vous et retrouvons-nous bientôt. Boa go to Doha. Allongez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-nous vous transporter à la World Cup FIFA Qatar 2022 pour encourager les Lions. Tous derrière les Lions. Boa go to Doha, charter de touche à tout en partenariat avec Qatar Airways et Match Hospitality. Contact à Douala au 670 51 15 98 ou le 696 40 05 31, à Yaoundé au 651 15 27 27. Boa go to Doha. Voilà, retour dans ce studio, dans cette édition de votre émission Autant le dire avec notre invité Eugène Yambal. Nous discutons depuis le début de cette émission d'économie. Parlons à présent, si vous le voulez bien, Eugène Yambal, des entreprises publiques camerounaises, les entreprises qui relèvent du portefeuille de l'État. Et le ministère des Finances a récemment commandé une étude qui a démontré que les entreprises publiques ne produisaient pratiquement pas d'argent. Il y a quelques exceptions extrêmement rares. Globalement, les entreprises ne produisent pas de l'argent. Et à titre d'exemple, entre 2017 et 2019, les entreprises publiques ont cumulé des pertes de l'ordre de près de 224 milliards de francs CFA de pertes. Alors, pourquoi cette faible rentabilité?
des entreprises publiques au Cameroun. Est-ce que c'est un sujet qui vous préoccupe en tant qu'économiste? Absolument. Je souhaite tout d'abord rappeler que dans des pays comme Singapour, Oui. Singapour a été développé grâce aux entreprises publiques. Bien gérées, oui, très très bien gérées, gérées avec la même rigueur que dans le secteur privé. Et ceci m'amène à dire que dans nos États, le gouvernement a deux manières de répondre aux besoins de la population. D'une part, il y a le budget de l'État qui permet d'utiliser les ressources pour créer l'environnement nécessaire. De l'autre côté, il y a les entreprises publiques auxquelles on assigne des objectifs particuliers, tels que fournir les services publics, l'eau, l'électricité et tous les autres. Lorsque ce dispositif fonctionne bien, cela amène la croissance, cela amène le bien-être au niveau de la population. S'agissant de notre pays, malheureusement, cette performance n'est pas au rendez-vous. Lorsque je prends ces entreprises, on se rend compte qu'en termes de performance financière, par exemple, elles contribuent à l'endettement pour plus de 1000 milliards. Absolument. Et à côté de ça, je vois que des entreprises dans d'autres pays africains sont mieux gérées, comme la Côte d'Ivoire, où elles ont contribué pour plus de 60 à 90 milliards au bénéfice de l'État. Des entreprises publiques. Oui, donc ça fait un différentiel de performance de près de 1100 milliards entre eux et nous. Cela nous amène à nous poser des questions. La deuxième question au niveau de la performance, c'est que la plupart de ces entreprises publiques ne fournissent pas les services pour lesquels elles ont été créées, Oui. tels que dans le secteur de l'eau, de l'énergie et de tous les autres. Le tableau n'est pas noir, il y a quelques entreprises. Il y a quelques entreprises qui Le font troisième point qui a interpellé le FMI et qui a amené à recommander l'audit des entreprises publiques, c'est que la faible performance de nos entreprises publiques génère des dettes croisées entre entreprises. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque l'administration consomme l'électricité ou l'eau sans payer ses services à la fin du mois, cela crée des problèmes au niveau de Kamwata et de Eneo ou de Camtel. Eux qui ont des dettes, par exemple, sociales vis-à-vis de la CNPS, n'arrivent pas à payer. Donc, on se retrouve dans une situation où même certains impôts... Dans un cercle vicieux. Où même les impôts qui devaient reverser à l'État, étant donné que l'État n'a pas payé les consommations, ils n'arrivent pas à faire entrer cet argent dans les caisses de l'État. Mais de l'autre côté, ils fragilisent d'autres entreprises. C'est pourquoi le FMI a recommandé qu'on fasse un audit de tout cela. Alors, lorsque je regarde ce dispositif, quels sont les problèmes? Pourquoi on en est là? Quels sont ces problèmes? Il y a d'abord le fait que certaines entreprises fonctionnent encore comme des administrations. C'est-à-dire, j'ai vu, par exemple, à la Sonatel, lorsque j'étais en charge du Sénégal, où j'ai vu une Sonatel avec une équipe dirigeante forte, faite de jeunes qui sortaient... C'est-à-dire l'équivalent de Camtel oui, l'équivalent de Camtel. Sénégal, oui. Oui. Bon, j'ai vu une équipe avec des ingénieurs qui sortaient de Centrale, toute la direction financière. On a donné le pouvoir à des jeunes diplômés et qui avaient de l'ambition pour cette entreprise. On a vu les résultats. Lorsque Orange on a privatisé ailleurs, ces cadres ont été mobilisés par Orange pour aller dans d'autres pays. Donc, en fait, je disais qu'il y a déjà... Un problème de casting? Il y a le deuxième problème. Il y a le problème de casting, c'est-à-dire le choix des hommes et l'autonomie de gestion. C'est-à-dire, il faut, pour que l'entreprise publique marche, il faut choisir les hommes qu'il faut la méritocratie, et il faut qu'une fois qu'on a choisi les hommes, qu'on leur donne l'autonomie, la liberté de gérer l'entreprise et de rendre compte. Et il y a le fait que les conseils d'administration ne jouent pas pleinement leur rôle.
leur rôle de supervision. Justement, la Banque mondiale, le FMI, justement, ont montré qu'il y avait un problème au niveau de la tutelle des entreprises publiques, c'est-à-dire qu'ils ne jouaient pas véritablement leur rôle, que ce soit les tutelles ou alors les conseils d'administration. Tout à fait. Oui. Donc, il y a ce problème de tutelle et de conseil d'administration. Au Cameroun, on a une particularité, c'est que le statut des entreprises publiques est dispersé. Oui. Ça dépend de plusieurs ministères et le suivi de la tutelle est peu efficace. Donc, il faut... le deuxième niveau, parce que la tutelle constitue le premier niveau de contrôle. Ensuite, il faut des contrôles et puis des conseils au niveau du conseil d'administration. Là aussi, il y a beaucoup de défaillances. Et puis, il y a tous les mécanismes internes pour renforcer la gouvernance dans la gestion quotidienne de ces entreprises. Oui. Et c'est tout cet écosystème qu'il faut reconstruire. Si on se contente de faire des audits, ça ne suffit pas. Lorsque je regarde nos entreprises, il y a plusieurs problématiques. Oui. Vous avez tout, par exemple, tout le secteur des hydrocarbures. Toutes ces SNH, Sonara, SCDP. C'est un dispositif institutionnel qui a été mis en place dans les années 70. Donc, quand on parle de réforme... Donc, aujourd'hui, c'est complètement obsolète. Ce n'est pas que l'audit. Oui. En fait, il faut un repositionnement stratégique de l'ensemble du système. Ce d'autant plus que quand ça a été fait, le Cameroun ne produisait pas le gaz et tout ça. Donc, il faut aller au-delà du conseil du FMI, des conseils du FMI, pour redynamiser ces entreprises et en refaire des pôles de développement. Il y a tout ce qui est télécom autour de Camtel, tout ce qui est SNI comme instrument stratégique d'investissement de l'État. De l'État. Donc, il faut une réflexion globale. Donc, créer un écosystème où il y a un statut unifié. Et on peut avoir, par exemple, un système où on a un département ou une tutelle exercée par une direction de gestion du portefeuille qui fait un suivi rapproché sur la performance. J'ai vu des cas dans des pays où le reporting est trimestriel. Oui. C'est-à-dire, ils ont un tableau de toutes les entreprises publiques. Celles qui ont le plus de difficultés, on les suit mensuellement. Le DG doit faire du reporting à tout moment. Donc, il faut cet effort et il faut réformer les conseils d'administration. D'administration, oui. Donc, c'est tout ça qu'il faut... Tout à l'heure, vous parliez du casting. Vous avez cité des pays comme Singapour, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et j'en oublie certainement, où les entreprises publiques participent, contribuent à la croissance économique. Alors, comment se fait le casting et également quels sont les mécanismes d'évaluation qui sont mis en place? Parce que j'imagine que si les entreprises publiques marchent, c'est parce que le casting, il est bon et qu'il y a un mécanisme d'évaluation clair pour voir le niveau de rentabilité ou alors de performance de chacun des managers qui sont installés, non? Si vous le permettez, je prendrai l'exemple sur le cas de Singapour, par exemple. Oui. C'est un dispositif complètement intégré, c'est-à-dire le pays, dès le départ, avait des stratégies de développement en disant, par exemple, on veut entrer dans le secteur de l'électronique ou le textile dans les prochaines années. On a une stratégie et qui s'appuie sur des entreprises publiques. Donc, on choisit les hommes par rapport aux objectifs de performance à réaliser. Et une fois qu'on les a choisis, on leur donne le moyen de travailler. Il y a des contrats de performance, on choisit les meilleurs et ils étaient même allés jusqu'à signer des accords avec les meilleures universités américaines pour le recyclage du haut management. Ah. Oui. Et donc, il y avait un système de suivi et la performance ou l'avancement ou le maintien de ces gens en poste dépendait de la performance de l'entreprise. Oui. Et en contrepartie, ils avaient une autonomie de gestion et parfois, ils faisaient du benchmarking sur des entreprises privées, en se disant on veut être aussi efficace que les entreprises privées. Donc, en clair, il y avait des objectifs clairs, on choisissait les hommes qu'il fallait, et il y avait des mécanismes de contrôle qui permettaient de les sanctionner, soit en les maintenant, soit en les faisant partir lorsque les résultats n'étaient pas atteints. Et donc,
supervision de la tutelle, Oui. mais également renforcement de la gouvernance au sein des entreprises. C'est très important. Oui. Alors, Et j'ai vu des cas où, Oui, allez-y. où, par exemple, tout le comité d'audit, il est indépendant, par exemple la direction générale. Oui. Tout dépassement de budget dans une entreprise publique doit être justifié. Donc il y a les mécanismes de la tutelle, il y a le contrôle de la tutelle, il y a tout ce qui est commissaire aux comptes et tout ça qui doivent certifier. Oui. Oui. Et Alors, on a, à contrario, ici au Cameroun, des entreprises qui sont déficitaires depuis 10 ans. Et pourtant, les managers sont toujours à la tête de ces entreprises. Chaque année, ils ont le quitus des conseils d'administration. C'est à ne rien y comprendre, non? Ça n'obéit à aucune logique en matière de performance des entreprises. On est d'accord? J'espère qu'on va arriver dans une logique où il faut mettre l'accent sur le fait sur la nécessité de nommer les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Et il faut leur donner l'autonomie de gestion. Et vérifier, contrôler par la suite. Et contrôler. Qu'ils rendent compte. Et qui rendent compte. Oui. On peut avoir des mécanismes. Et qu'ils soient jugés sur leur performance, tout simplement. Tout à fait. En fait, les entreprises publiques doivent être gérées comme des entreprises privées qui recherchent du bénéfice. Tout à fait. Mais alors, quand on regarde tout ça, Eugène Yamal, pardonnez-moi, on a l'impression que c'est quelque chose qui est voulu par l'État. Est-ce que la performance est vraiment l'objectif qui est recherché par l'État? Quand on regarde une entreprise qui ne gagne pas beaucoup, enfin qui ne rapporte rien à l'État, au contraire, qui fait perdre de l'argent, une espèce de tonneau d'Anaïde, mais chaque année qui recrute du personnel. Donc, pendant que les revenus de l'entreprise baissent chaque année, il y a une augmentation, par exemple, du personnel et tout. On ne comprend pas grand-chose. Est-ce que la rentabilité est le souci réel de l'État? Peut-être que c'est vraiment dans une logique patrimoniale où l'entreprise publique n'est pas là pour rechercher le bénéfice, le profit, mais pour servir à l'État, à recruter du personnel, à caser des gens, ainsi de suite. Ça peut être aussi un choix, hein? Mais c'est un choix coûteux. Oui. Parce que lorsque je regarde aujourd'hui, nous sommes dos au mur parce qu'il y a une dette de plus en plus importante. On parle de plus de 12 000 milliards. 12 000 milliards de dettes. Oui. Oui. J'ai dit que les entreprises publiques peuvent contribuer à fournir les services à la population, mais également à faire en sorte que l'État réalise des bénéfices. Oui. Et nous sommes en compétition avec les autres pays. On ne peut pas accepter que nos entreprises soient moins performantes que les autres. Je trouve incongru que, par exemple, Rwandair soit plus performant que Camerco. Lorsque je regarde, par exemple, toute la crise internationale, la crise alimentaire, qui demande que les pays relancent leur secteur agricole, notamment le secteur agricole de rente, je vois qu'on n'a plus le NCPB, je vois que les autres ont gardé les caisses de stabilisation. Lorsque je compare sur les différents secteurs, la performance de l'eau, l'électricité, les télécoms et autres, il y a beaucoup d'efforts à faire à ce niveau. Et pour revenir au fait qu'on recrute, qu'on utilise nos entreprises pour régler les problèmes sociaux, cela me ramène au fait que lorsqu'on privatisait justement toute la campagne dans les années 90, on disait que ces entreprises étaient pléthoriques et qu'il fallait les enlever de la tutelle de l'État pour les mettre dans la sphère privée. Oui, privatisation. Et autour de ça, c'est pour ça qu'on a créé, par exemple, toutes les agences de régulation, en disant que les ministères avaient trop d'effectifs et que les agences de régulation étaient censées avoir un personnel autour de 20, 60 personnes. Mais tout ceci a été dévoyé. Tout ceci fait qu'aujourd'hui, elles ne jouent plus leur rôle de contrôle des secteurs comme l'électricité, comme les télécoms, qui sont des secteurs, quand je compare aux autres pays, on est très peu performant. Il faut renforcer l'efficacité des entreprises à ce niveau. Et les agences de régulation peuvent être le bras de l'État pour amener les opérateurs dans ce domaine à améliorer la qualité de service. Alors, est-ce que... allez-y. Alors, est-ce que la Banque mondiale et le FMI, les institutions financières internationales, peuvent jouer un rôle dans l'amélioration de la performance des entreprises publiques? Si oui,
quel est ce rôle-là qui peut être joué? Sur les privatisations, je pense qu'on a fait du service. On n'a pas fourni aux pays africains le service après-vente. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand on a privatisé, tous ces secteurs, l'eau, l'électricité, les télécommunications, ports et autres, l'idée, c'était de dire que le secteur privé va injecter des capitaux, va améliorer la qualité de service et faire baisser les coûts. Et lorsqu'on regarde 2 décennies plus tard, et on disait que l'État va se contenter d'avoir un rôle de contrôle. Et on s'est rendu compte entre-temps que l'État était incapable de contrôler la mise en œuvre du cahier des charges convenu et même les niveaux d'investissement convenus avec ces entreprises. Oui. Donc l'État s'est retrouvé avec des opérateurs, qu'il s'agisse du port, qu'il s'agisse d'autres domaines, où il a un opérateur qui a plus de moyens économiques et techniques que lui. Donc ces secteurs ont été abandonnés à ces opérateurs. Conséquence, aujourd'hui, on a un déficit de fourniture d'eau, d'électricité et de télécom parce que les investissements attendus n'ont pas suivi. Oui. Or, la Banque mondiale, le FMI et tous les autres auraient dû accompagner les pays africains pour renforcer le rôle des agences de régulation, s'assurer que lorsque les cahiers des charges, les investissements prévus, les technologies prévues ne sont pas mises en œuvre ou adoptées, qu'il y ait des régimes de sanctions. Oui. Mais je ne blâme pas ces organisations internationales parce que la plupart de ces multinationales Oui. proviennent de ces pays. Oui. Cela ne nous absout pas. Nous aurions pu, de manière autonome, en tant qu'autorité camerounaise, ivoirienne, sénégalaise, ghanéenne, c'est un travail de pilotage de l'économie que nous aurions pu faire nous-mêmes. En clair, on nous a sorti d'un rôle où on faisait le pilotage. L'État contrôlait tout. Oui. On nous a donné un rôle de pilotage sans que nous nous soyons donné les moyens de piloter, de réguler et contrôler. Oui. Alors, en 30 secondes, nous sommes en train de sortir de... Excusez-moi. Oui. Et je souhaite, dans l'avenir, qu'on mette l'accent sur ces points de contrôle, de régulation de tous ces services publics, parce que la qualité de leur performance influe sur la compétitivité de l'ensemble de l'économie. Quand vous avez le port, les télécoms, les chemins de fer, quand ces services ne fonctionnent pas bien, ça crée un surcoût sur l'ensemble de l'économie. Ça empêche vos économies d'être compétitives par rapport au reste du monde. Oui. Et ce travail, on peut le faire. Dites-moi, Eugène Yambal, en 30 secondes très rapidement, s'il vous plaît, est-ce que les logiques pas trop libérales des institutions financières internationales comme la Banque mondiale et le FMI correspondent à la réalité de nos jeunes économies? Parce qu'en général, quand le FMI arrive, la solution, c'est de dire privatiser. Privatiser, privatiser, c'est un peu trop libéral dans des pays comme les nôtres où l'État a encore un rôle à jouer. Je trouve très intéressant votre question et j'y réponds en disant que les bailleurs de fonds, y compris le FMI et la Banque mondiale, n'ont jamais développé un pays. Voilà. Le développement d'un pays est endogène. C'est un pays et ses dirigeants qui décident d'une voie, d'un cap à suivre et qui mettent ce cap en œuvre. N'oubliez pas que les institutions telles que la Banque mondiale, le FMI, sont des extensions, travaillent pour la promotion des intérêts des pays occidentaux, du G7, et qui a été élargi au G20. Donc, lorsqu'ils disent qu'il faut le consensus de Washington, privatiser, libéraliser, désétatiser, en fait, le but était de nous amener à ouvrir nos marchés pour que leurs entreprises puissent prendre des parts de marché. Privatiser, c'était pour capter des parts, la valeur ajoutée qu'il y avait chez nous, la consolider chez eux. Et les objectifs des politiques du FMI, comme je l'ai toujours dit, c'est d'aider à rembourser la dette extérieure. Donc, stabiliser les finances publiques. Ils servent pour cela d'huissier des pays riches. Ces politiques n'ont pas d'objectif de développement à moyen et long terme. Et c'est dans les statuts du FMI qu'il est là pour la stabilisation du système financier international et aider des pays qui ont des problèmes provisoires
de balance de paiement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez de ressources pour participer au commerce mondial. Voilà. La preuve, c'est que dans les programmes du FMI, il n'y a pas d'indicateur sur le niveau d'emploi créé par l'économie. Si vous faites ce type de politique économique en Occident, sans montrer aux gens les emplois qui seront créés, tout le monde sera choqué. Donc, en clair, le FMI est bien pour aider à amener plus de discipline, mais il ne saurait être un facteur, le facteur principal à utiliser pour la promotion du développement. Oui. Nous allons sortir de cette émission. Le président Paul Biya a fêté ses 40 ans de pouvoir ce 6 novembre 2022. À 89 ans aujourd'hui, la grande question qui agite le Cameroun aujourd'hui, c'est l'après-Biya. Alors, pour vous, en tant qu'économiste, quels sont les chantiers prioritaires qui devraient être envisagés dans la perspective de l'après-Biya? C'est une vaste question. Oui, j'imagine. Non, je pense que lorsqu'on regarde tout pays, y compris le Cameroun, oui. Le premier chantier, ce sont les institutions et la gouvernance. C'est-à-dire le mode de gouvernance, la constitution, est-ce qu'elle permet de répondre aux problèmes auxquels on est confronté? Le deuxième problème, c'est tous les chantiers sur l'amélioration des conditions de vie et des citoyens, le rayonnement de notre pays. Oui. Bon, si je prends le chantier sur les institutions... Oui, la réforme institutionnelle. Lorsque je regarde les institutions, je pense qu'au niveau de la constitution du Cameroun, il y a des éléments à revoir. Par exemple? Vous savez que, j'ai dit, la Constitution, c'est la Bible d'un pays. Lorsque je regarde notre Constitution, il y a deux dimensions. Vous voyez, par exemple, le préambule. On a des problèmes aujourd'hui de vivre ensemble et tout ça. Vous voyez la Constitution du Cameroun. Elle fait référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme, à beaucoup de textes. La Charte des Nations Unies. Oui, la Charte des Nations Unies. Or, l'histoire de l'humanité montre que c'est le lieu dans lequel on établit les éléments du contrat social. Comment on va construire le vivre ensemble? Quand je prends le Cameroun et le président Biya a promu une excellente idée, celle de la commission sur le multiculturalisme. Le bilinguisme et le multiculturalisme. Oui. Quand on regarde notre pays, c'est un pays qui a ces deux dimensions déjà. Et les autres éléments que l'on doit voir, c'est tout ce qui touche au vivre ensemble, quels sont les droits et devoirs du citoyen camerounais. Oui. Quels sont ses engagements vis-à-vis de l'autre? Comment on veut vivre ensemble? Qu'est-ce qui nous met ensemble? Or, quand je regarde la Constitution que le Cameroun a, et les autres pays, y compris le Sénégal, le Gabon, c'est une copie de la Constitution française de la Ve République, qui avait pour objectif de donner les pleins pouvoirs au général de Gaulle pour faire la décolonisation de l'Algérie et mettre fin à l'instabilité du régime d'assemblée. Donc, elle a été faite expressément pour créer une présidence impériale et détruire et affaiblir les autres pouvoirs. Les autres pouvoirs. Oui. Donc, c'est par rapport au préambule de la Constitution qu'on organise, qu'on répartit le pouvoir, on distribue le pouvoir entre les trois institutions. Oui. Bon. Et la France l'a fait par rapport aux objectifs dont j'ai parlé. Les États-Unis l'ont fait du fait qu'au niveau de l'Assemblée, on voulait la démocratie, une voix, un député. Mais de l'autre côté, le Sénat, c'était pour dire aux 50 États que vous êtes traités à égalité. À égalité. Donc c'est comme ça qu'ils ont conçu leurs institutions. Oui. Mais en l'état actuel des choses, on a le sentiment qu'il y a une institution qui écrase toutes les autres. Qu'il s'agisse du Cameroun et des autres pays francophones, on a créé un système où, par exemple, notre constitution, on a fait une hypertrophie de l'exécutif. Absolument. Et dans l'hypertrophie de l'exécutif,
On a dit, le président le chef suprême, il a tous les pouvoirs. Oui. Et ensuite, il y a le Premier ministre qui est responsable de la politique du gouvernement. Et on a prévu également d'autres types de délégations. Moi, je pense que pour aller vers l'avenir, il faut réduire le pouvoir de la présidence impériale, renforcer le pouvoir de la primature qui est responsable de la politique nationale auprès de l'Assemblée. Et de l'autre côté, lorsque je vois tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, il est fondamental de renforcer le rôle et les pouvoirs du Parlement. Lorsque John Locke, Montesquieu, avait proposé tous les modèles constitutionnels, on parlait d'équilibre des pouvoirs. Chaque pouvoir, la séparation et la séparation fait que chaque pouvoir, les autres pouvoirs devaient pouvoir tempérer et contrôler l'autre. Donc, à ce niveau, donc je pense qu'il faut revaloriser le rôle du Parlement. Aujourd'hui, nous avons un pouvoir où il y a deux chambres, l'Assemblée et le Sénat, dont parfois les responsabilités se chevauchent, et qui n'a pas l'initiative au niveau des lois, dont même le calendrier est contrôlé par l'exécutif. L'exécutif, c'est l'exécutif qui fixe le calendrier de l'Assemblée nationale et même l'agenda. Donc il faut renforcer son pouvoir au niveau de l'adoption des lois. Il faut renforcer son pouvoir au niveau du contrôle de la gestion de l'exécutif. Il faut renforcer son pouvoir d'investigation. Lorsque je vois tous les scandales et tous les problèmes que nous avons, les problèmes de gouvernance. 1065, 94. Il faut renforcer son pouvoir d'investigation. Et puis, même dans la nomination dans les plus hautes fonctions, je pense que le chef de l'État a le pouvoir souverain, mais on peut avoir des mécanismes de reddition où, pour rendre compte de leur gestion, les responsables de certaines structures peuvent en fin d'année rendre compte à des commissions à l'Assemblée. Alors, et l'autre chose, lorsque je vois l'Assemblée et le Sénat, nous avons copié ce modèle qui n'est pas adapté, qui est budgétivore et qui n'est pas adapté à nos réalités. Il faudra une refonte pour réduire les coûts. Et l'autre chose, au niveau de l'Assemblée, nous avons une assemblée, un Sénat dont le rôle est de contrôler l'exécutif, mais une partie des sénateurs est nommée par l'exécutif. Bon, alors, vous parliez et l'autre chose. Pour finir. S'il y a un Sénat, je pense que nous avons une diversité au niveau des régions. On a des chefferies traditionnelles. Tout ceci devrait être représenté au niveau du Sénat. Au niveau du Sénat, mais réduire le niveau des institutions. Le dernier point, c'est l'indépendance de la justice. De la justice. Voilà. Alors, vous parliez des nominations à des hautes fonctions de la République dans certains pays, y compris africains. Le président de la République ne nomme pas seul dans le secret de son bureau. À certaines fonctions, il propose et ces propositions de nomination sont validées par le Parlement. On pourrait en arriver à cette situation. Il faut rêver au Cameroun. Ça se passe dans les grandes démocraties. Mais dans la plupart de nos pays, le chef de l'État a pour mandat de diriger. On dit dans la Constitution qu'il nomme au poste civil et militaire. Au poste civil et militaire, il doit continuer à nommer, mais on peut avoir une procédure de confirmation pour s'assurer que la personne qui est nommée répond au cahier des charges et au mandat qu'il doit accomplir. Voilà. Eugène Yambal, merci. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette autre édition de votre émission Autant le dire. Merci à notre invité Eugène Yambal. Rendez-vous la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Bienvenue chez Bill Automobile. Bill Automobile est une entreprise spécialisée dans l'achat et l'expédition professionnelle des véhicules et engins vers le continent africain. Bill Automobile vous donne également la possibilité de faire du groupage à destination du Cameroun
et surtout met à votre disposition un espace de stockage sécurisé. Bill Automobile, l'envie de vous servir. Nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hotel Le Quai d'Orsay, better than what you imagine. Au cours des 20 dernières années, le développement de l'Internet mobile a révolutionné notre façon de consommer la musique. Si en 2002, le CD représentait 90% des revenus du marché musical, aujourd'hui, le streaming, c'est 2/3 des revenus engrangés. Le monde change et pour vous accompagner, LOG Music Entertainment est une agence de distribution digitale qui permet aux artistes et labels de distribuer leur musique à travers le monde sur plus de 250 plateformes de streaming telles que Boomplay, Spotify ou encore Apple Music. Alors n'attendez plus et rejoignez la nouvelle ère, musicalement vôtre.